Je voudrais qu'on commence quand même par cette séquence zoukmanienne, piquettiste, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas extrêmement médiatique. Quotidien, l'émission de Yann Mathès mardi, le JT de France 2 mercredi, RTL jeudi matin, interview dans Le Monde jeudi après-midi. Gabriel Zucman mène en ce moment une campagne médiatique tambour battant pour défendre sa taxe sur les hauts patrimoines. Et ce matin, c'est Thomas Piketty que BFM TV recevait face à Apolline de Malherbe. Une offensive médiatique massive pour délivrer un message très clair. Les milliardaires ne paient pas d'impôts. Je me tourne vers vous, Patrick Artus. Est-ce que, tout simplement, c'est vrai, est-ce que les milliardaires en France ne paient pas d'impôts ? Oui, il y a des données qui portent plutôt sur l'impôt sur le revenu. Vous savez que le taux d'impôt sur le revenu, quand on va vers les quelques centaines de personnes au revenu le plus élevé, est nettement plus faible que le taux d'impôt sur le revenu pour les personnes qui sont juste avant dans la distribution des revenus. Parce qu'ils ne touchent pas des salaires. Et parce qu'ils touchent essentiellement des revenus d'entreprise, des dividendes, et donc c'est taxé à 30% normalement. Et puis qu'il y a des holdings patrimoniales, etc., qui permettent de faire baisser le taux d'imposition. Est-ce qu'il est honnête de dire, comme on a pu l'entendre, que les milliardaires sont taxés à 2% quand la moyenne d'imposition des Français est autour de 52%? Bon, alors, c'est pas les chiffres d'imposition sur le revenu, ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE. C'est plutôt autour de 25% pour le petit millier de personnes en haut de la distribution des revenus et autour de 50%. Ça, c'était l'étude du Conseil d'analyse économique, effectivement, mais qui prenait en plus en compte les dividendes non distribués. C'est-à-dire que est-ce que ça n'abaisse pas artificiellement aussi un peu ce chiffre de 26% qui peut être discuté? Mais l'argument de Gabriel Zucman, enfin il y a plein d'arguments. Il y a l'argument du Parti socialiste qui consiste à dire simplement il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour financer l'abandon de la réforme des retraites, plus de prestations sociales. Donc cet argument n'est pas recevable. On a un problème d'offre, on n'a pas un problème de demande. Mais il y a des arguments qui sont plus recevables. Moi je pense que un argument recevable en faveur de la taxe Zucman, c'est que ça permet de limiter la concentration des patrimoines. Si vous regardez les patrimoines des Français les plus riches patrimonialement, ils se concentrent énormément. Alors, il y a des travaux académiques, par exemple, Thomas Philippon a bien montré que si vous avez une très forte concentration des patrimoines, cette concentration est encore beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France, vous avez un très petit nombre de personnes qui prennent des décisions économiques. Et il y a des personnes qui n'ont pas le moyen, par exemple, de créer une entreprise, de poursuivre leurs études, etc. Et donc, c'est efficace économiquement de redistribuer une partie des patrimoines aux gens qui n'en ont pas et qui pourront à nouveau démarrer. C'est le principe de la redistribution, oui. Et cette concentration des patrimoines, elle est augmentée aussi par la concentration issue de l'héritage. Mais pardon, Patrick Artus, cette concentration du patrimoine, si on compare à ce qui se passait au début du XXe siècle. Ah oui. Oui, mais le début du XXe siècle, c'était pas du tout une période. C'était une économie de rentier, quoi. Je veux dire. Et donc, une économie de rentier n'est pas dynamique. C'est ça le constat que font la plupart des économistes. Donc, il ne faut pas aller dans l'économie de rentier. Et donc, il faut limiter le degré de concentration des patrimoines. Donc je pense que c'est un argument recevable, alors que les arguments de générer de la ressource fiscale ou même sur l'inégalité du taux d'imposition sont difficilement recevables. D'accord. On va écouter la séquence d'Éric Coquerel, hier soir chez Edwige Chevrillon, où on voit que si le combat pour la taxe Zucman est porté haut et fort à gauche, les mécanismes économiques ne sont pas forcément toujours bien compris. On l'écoute. Vous connaissez Arthur Manch, qui est le patron de Mistral, donc qui est là, presque l'unique entreprise qu'on a dans l'intelligence artificielle qui a réussi. Bah lui, sa boîte vaut très très cher. Elle gagne pas d'argent. Donc lui, il se paye pas. Bah, il fait quoi? Il vend sa boîte à des Américains qui ne demandent que ça? On fait quoi? Non mais attendez, si. Mais donc, je suppose que s'il ne se paye pas, son patrimoine n'augmente pas. Il n'y a pas de problème. Si, parce que le donc, s'il a 2%. Son entreprise, il a 20% ou 22% de... Attendez, il ne se paye pas, il a une entreprise qui gagne énormément d'argent. Mais non, qui ne gagne pas d'argent. Bon, alors dans ces cas-là, si son entreprise ne gagne pas d'argent et ne produit pas de patrimoine, il ne paiera pas, cette taxe. Non, puisque ça concerne des gens qui gagnent de l'argent. Non, parce que sa boîte, elle vaut 14 milliards.
sa boîte vaut 14 milliards. Elle perd de l'argent. Attendez, Edwige Chevrillon, sa boîte gagne 14 milliards et il ne se paye pas. Non, mais il a un salaire qui n'est pas à hauteur de 100 millions, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, d'accord. Eh bien, dans ces cas-là, je suppose dans ces cas-là que son patrimoine, d'accord, y compris en termes de biens fonciers, ne sera pas impacté. Et encore une fois, nous parlons de 2%. De 2%. Nous parlons mais pas... 2% sur 14 milliards, vous voyez là ce que c'est? C'est pas mal, ça rapporte. Ah, c'est pas mal, ça rapporte, c'est exactement ce que vous disiez, Patrick Artus, c'est une logique de rendement. Mais on voit surtout que le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale française ne comprend pas la différence entre valorisation de l'outil professionnel, capital de l'entreprise et revenus ou versement des dividendes. Une réaction, Laurent Vronsky, vous qui êtes chef d'entreprise, à cette séquence un peu lunaire. Alors, moi, je suis entrepreneur, ce qui veut dire que moi, je suis un militant du réel. Je ne suis pas un militant politique. Je pense que là, clairement, M. Coquerel, il fait de la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Je crée l'économie. Pas tout seul, évidemment, hein, avec mes camarades. Et je pense que les thèmes qui sont évoqués ne sont absolument pas nouveaux. Je vais donner un exemple. Oui. Moi, j'ai une casquette, je suis secrétaire général de Croissance Plus, qui a été fondé par un entrepreneur de talent qui est Denis Père et qui a créé Croissance Plus précisément pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il a créé Business Object, donc sur le papier, il était multimillionnaire, sauf que c'était du papier. Il n'avait pas la valeur de son entreprise dans un compte en banque et il est parti en Belgique. Oui. Donc ces phénomènes ne sont absolument pas nouveaux. Et donc je pense que, je ne crois pas que M. Coquerel ne comprenne pas, si vous voulez, les mécanismes. C'est juste qu'il fait de la politique. Et donc je pense que pour certains, c'est surtout de la mauvaise foi. On oppose l'idéologie en omettant de considérer les effets collatéraux qui, à mon avis, seraient absolument terribles. Oui, quand on l'interroge d'ailleurs, vous n'avez pas de formation économique à Éric Coquerel, il répond non, mais j'ai 40 ans de militantisme marxiste, donc ça va. Aurélien Colson, je me tourne vers le professeur. Qu'est-ce qui cloche dans le raisonnement d'Éric Coquerel? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Et c'est ce qui entoure aussi toute la taxe Zuckman. C'est essayer de bien expliquer, on est dans les experts, mais il faut faire de la pédagogie. Qu'est-ce qui fait que taxer le capital peut être compliqué, par exemple, pour des startups, quand au début, effectivement, on ne gagne pas d'argent? Alors, effectivement, il ne comprend pas les fondamentaux que nous, on apprend dans notre école, à l'ESSEC, à nos étudiants de toute première année, la différence entre un revenu et un patrimoine. Sur la taxe, il y a deux enjeux. Il y a tous les enjeux de production, de risque d'éviction, de reflux, de logique d'entrepreneuriat. Je remarque une statistique tout à fait intéressante, c'est de comparer dans les très hauts patrimoines. Certains pays sont des très hauts patrimoines qui résultent de l'héritage, et c'est un peu notre cas en France, alors qu'il y a des pays dans lesquels les très hauts patrimoines résultent de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, comme par exemple en Grande-Bretagne. Mais derrière la taxe Zuckman, il y a une question de justice sociale qui est évidente. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tel déroulement là, médiatique entre Piketty, Zuckman, etc. C'est que il y a une vraie résonance dans l'opinion publique. Sur le besoin de justice fiscale. Oui. Et la question de la justice fiscale, il faut la prendre par les deux bouts. D'un côté, qu'est-ce qu'on prélève? Et de l'autre, qu'est-ce qu'on dépense? Et je trouve qu'il y a en France un problème que j'appelle d'invisibilisation de la dépense publique. On vient de voir l'épisode de Blocontou, qui fait référence à l'épisode plus large des Gilets jaunes. Et ce qui me frappe, c'est de constater qu'un grand nombre de nos concitoyens sont persuadés d'être abandonnés par la puissance publique. Une famille lambda, 2 enfants, petit salaire, ils sont tout juste imposés ou pas du tout. Et ils ne voient pas qu'ils ont 2 gamins qui sont scolarisés au collège. Le coût pour la collectivité de la scolarisation d'un enfant au collège, c'est 9 000 € par an. Ils en ont 2, ça fait 18 000 € par an. Si on prend uniquement les fonctions régaliennes de l'État, la dissuasion, la défense, la police, la justice, ce qui fait que quand vous allez dans un commissariat, vous n'avez pas besoin de payer un bac chiche pour qu'on prenne votre plainte. Tout ça est pris en charge par la collectivité, c'est à peu près 1 000 € par tête. Donc cette famille de 4 personnes, elle a d'ores et déjà 9 et 9, 18, plus 4, 22 000 € par an, pris en charge par la collectivité. Rajoutez à ça quelques consultations chez le dentiste, etc. Elle a un niveau de vie qui est déjà porté chaque mois aux alentours de 2 500 € par la collectivité. Mais elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, et donc elle a la conviction intime que le système est injuste. Donc ce que des responsables politiques devraient faire aussi, c'est faire cet exercice de pédagogie, non seulement pour expliquer la différence entre un revenu et un patrimoine, mais aussi pour expliquer que nous avons la chance incroyable en France d'avoir une grande partie de notre niveau de vie pris en charge par la collectivité. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, c'est ce qu'on dit souvent évidemment, et on ne se rend plus compte effectivement de tous les services dont on bénéficie gratuitement tous les jours. Patrick Artus. Oui, alors l'INSEE a fait un travail très intéressant qui est d'évaluer les inégalités de revenus
après redistribution, y compris la redistribution de biens publics gratuits. Et on voit que ces inégalités de revenus sont de à peu près 1 à 3 entre les 10% les plus revenus les plus bas et les 10%, alors qu'ils étaient considérables avant. C'est x20. Et donc à nouveau, le problème n'est pas le revenu. On a un État qui redistribue énormément et qui redistribue sous la forme de services publics gratuits. Le problème, c'est vraiment les patrimoines, parce que la dynamique des patrimoines, elle est instable. Les personnes les plus riches investissent en immobilier, en actions, dans leur entreprise, en private equity. Les personnes de la classe moyenne ou de revenus modestes investissent en assurance vie et en livret bancaire. Et donc normalement, il y a une ouverture très forte, continue dans le temps, des inégalités de patrimoine. Donc ce n'est pas les inégalités de revenus qui posent un problème en France. Elles ne posent pas de problème. Elles sont faibles et elles sont bien corrigées par les biens publics gratuits. Mais c'est vraiment les inégalités de patrimoine. Donc le sujet que vous posez là, Patrick Artus, et qui va faire partie aussi des discussions entre Sébastien Lecornu à Matignon et le Parti socialiste, c'est celui du droit des successions finalement. Que c'est peut-être sur la transmission du patrimoine qu'il faut travailler, c'est ça ? Ça, c'est extraordinairement compliqué, parce que... Les Français sont plutôt contre, a priori, y compris les plus modestes. Les Français sont extraordinairement contre toute taxation des héritages, alors que très peu de Français payent des droits de succession. Et y compris sur les plus riches. C'est ça qui est étonnant. Quand on interroge les plus modestes, ils disent non, on ne taxe pas plus, c'est le travail d'une vie. Et puis, il y a vraiment le débat sur la transmission des biens professionnels. Oui. Moi, j'hésite, parce que d'une part, on dit il n'y a pas assez d'ETI, il n'y a pas assez d'entrepreneurs familiaux, etc. Et donc, il faut que les familles puissent se passer les biens professionnels avec une taxation faible. Et d'un autre côté, c'est ce cumul de la transmission à l'intérieur des familles qui fait énormément augmenter les inégalités. C'est un grand sujet. Il y a la grande transmission qui arrive là en France avec toute une génération d'entrepreneurs qui vont partir à la retraite. Vous le vivez au quotidien, Laurent. Alors moi, je le vis au quotidien. Mais alors, je voudrais justement, puisque la question que vous posez, c'est concernant la taxe Zuckman. Déjà, si vous voulez, un problème qui est purement technique et mécanique. Quand vous avez des gens dont le patrimoine est la valeur d'une entreprise qui est cotée en bourse. Donc, entre le 1er janvier et le 31 décembre, ça fluctue. Donc, on va demander à des gens de payer une taxe sur une valeur qui est une valeur virtuelle, qui peut changer à n'importe quand. Donc, finalement, d'une année sur l'autre, la valeur de la boîte peut baisser de 20%. Donc, lui, il a versé, si vous voulez, une taxe sur une valeur qui était supérieure. Enfin, vous imaginez tout de suite la complexité dans laquelle on rentre. Alors, pourquoi je suis directement concerné par la question que vous posez concernant la génération qui est sortante ? Moi, j'appartiens au monde industriel. Et dans ce monde-là, vous avez à peu près, c'est les mêmes statistiques que pour l'ensemble de l'économie, vous avez plus de 90% des entreprises qui ont moins de 10 personnes. Oui. Bon. Et dans ces entreprises, j'inclus aussi, par exemple, des entreprises qui travaillent pour la défense. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a une base industrielle qui est extrêmement fragile et qui est tenue essentiellement sur certains savoir-faire par des petites boîtes. La moyenne d'âge de ces patrons, moi je les connais bien, c'est mon quotidien, je les rencontre régulièrement, ils sont plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Et donc, on sait très bien qu'il y a des problèmes d'attractivité pour reprendre des boîtes industrielles. Et très souvent, pourquoi ça se transmet dans les familles ? Parce que les enfants, à un très jeune âge, sont quelque part un petit peu picousés, et eux vont reprendre l'entreprise. Donc, si vous commencez à dire, en invoquant les arguments de M. Coquerel et de M. Zuckman, que oui, c'est la concentration patrimoniale, etc. Mais moi, je sais très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, ces entreprises, ne vont pas être transmises, en tout cas en France. Il va y avoir des puissances étrangères qui vont faire leur marché. Et ça a déjà commencé, donc ce n'est pas la peine de dire que c'est hypothétique. Je le sais très bien. Nous, on est la dernière entreprise de notre secteur, donc on a été très courtisé par des boîtes chinoises et des boîtes américaines. Et ces gens-là vont dire, voilà, moi je vais vendre ma boîte, et puis comme ça, je vais prendre mon cash, je vais payer mes taxes, et je vais aller ailleurs. Et ça n'est pas hypothétique. On a déjà vécu, ça c'était à la saison 1, il y a déjà 20 ou 30 ans.